J'avais dévoué 45 ans de ma vie à élever mon neveu, Gabriel, sacrifiant mon propre avenir pour qu'il puisse bâtir le sien. Mais le jour où je lui ai annoncé que j'étais forcée à une retraite anticipée, il m'a traité de fardeau financier et m'a donné 2 jours pour quitter le pavillon annexe que j'appelais chez moi. Ce qu'il ignorait, c'est qu'une femme tranquille et bienveillante dont j'avais pris soin allait tout changer par un legs unique et inattendu. L'air froid du salon me mordait, aigu comme une lame. Je m'assis au bord d'un tabouret de velours immaculé, ses pieds ornés s'enfonçant dans le tapis précieux. Chaque détail du grand salon de Gabriel, de l'acajou lustré aux lourds rideaux de velours, semblait conçu pour proclamer la richesse, pour impressionner, pour me rappeler ma place. Une règle silencieuse, non écrite, flottait dans l'air. Ceci n'est pas à toi. Gabriel et Solène, son épouse, étaient assis sur le long canapé en face de moi. Leur posture aussi rigides et formelles que les meubles anciens. Ils sirotaient un grand cru de Bordeaux à mon arrivée, leur conversation un bourdonnement discret de la bonne société que j'avais interrompue. À présent, Gabriel, commençai-je, ma voix un peu fluette, j'ai besoin de te parler. Mon neveu, un homme grand dont le costume sur mesure semblait taillé pour son ambition, abaissa lentement son verre. Ses yeux, d'ordinaire distants, contenaient une lueur de quelque chose d'indéfinissable. Agacement, impatience, il échangea un regard bref, presque imperceptible, avec Solène. Elle se contenta d'incliner la tête, sa chevelure parfaitement coiffée, captant la lumière du lustre massif au-dessus. « Oui, tante Eliane ?» demanda Gabriel, son ton monocorde, dépourvu de chaleur. « L'hôpital ?» Je fis une pause, ayant du mal à respirer. Les mots semblaient rester bloqués dans ma gorge, lourds du poids de 45 années. L'hôpital Saint-Martin réduit ses effectifs. Il me force à une retraite anticipée. Un instant de silence. Ce n'était pas un silence attentif. C'était un silence calculateur. Gabriel ne bougea pas. Solène ne broncha pas. « Quand ?» demanda Gabriel, sa voix toujours étrangement calme. « Fin du mois. Les indemnités, elles ne dureront pas longtemps. Et ma pension sera réduite, puisque je pars plus tôt. » J'essayais de forcer un sourire. Un geste de réassurance pour moi-même, plus que pour eux. Mais peut-être est-ce une bénédiction. Je pensais que je pourrais aider davantage ici. Faire du bénévolat. Solène, qui examinait ses ongles vernis, reposa son verre de Bordeaux d'un clic sec et délibéré. Le son résonna dans la pièce silencieuse. « Gabriel, nous devrions en discuter en privé. » Gabriel leva une main, l'arrêtant. « Pas la peine, Solène. Tante Eliane, c'est un mauvais timing. Nous voulions justement vous parler de la situation du pavillon annexe. » Mon estomac se serra. Un nœud froid et dur se formait au fond de moi. « Quelle situation ?» demandai-je, ma voix à peine un murmure. L'air semblait se raréfier, plus difficile à aspirer dans mes poumons. Gabriel se pencha en avant, posant ses avant-bras sur ses genoux, une posture d'avocat rodé. Nous le convertissons en bureau. Maintenant que je vais prêter serment d'avocat, le trajet me tue. Et avec les jumeaux qui reviennent de Lausanne pour l'été, nous avons simplement besoin de l'espace. Il parla avec une cadence mesurée, comme s'il prononçait un verdict au tribunal. Je le regardais fixement, cet homme que j'avais élevé depuis qu'il était enfant. L'homme dont le visage barbouillé de mélasse que je revoyais sur le daguerréotype, précieusement rangé dans ma valise. L'homme pour qui j'avais renoncé à mes rêves, à mes études, à ma propre maison. « Oh !» parvins-je à articuler, le mot creux et faible. « Alors vous dites que je dois trouver mon propre logement ?» Solène, professionnelle et d'une froideur absolue, intervint. « Nous subventionnions vos frais de subsistance pendant que vous insistiez pour garder ce poste. Nous pensions que vous épargniez
pour votre propre logement, tante Eliane. » Elle prononça ces mots d'un ton neutre et poli de propriétaire, s'adressant à son locataire. Épargné, mon salaire d'infirmière, qui avait largement servi à couvrir ses études de droit, puis ses modestes factures, puis des cadeaux pour des petits-neveux qui me reconnaissaient à peine, et mes propres soins de santé non couverts par l'assurance. Rien n'était resté à épargner. « Mais où irais-je » demandai-je, ma voix petite, fluette. Je n'ai pas d'économie pour une caution, et les loyers ici sont astronomiques. Gabriel sortit sa montre à gousset étincelante. Un geste subtil mais indubitable de congé. Il la regarda, puis me regarda. Il y a une maison de retraite à 40 minutes d'ici. Très abordable. La résidence du Chêne Vert. Ils ont même un programme d'échange de services où vous pourriez assister leur cabinet médical pour compenser les coûts. Mon souffle se coupa. Mon titre d'infirmière en chef, 45 ans de service dévoué, réduit à cela. Vous voulez que je vive dans une maison de retraite à 65 ans et que je travaille comme aide-soignante sous-payée après avoir été directrice du service de gériatrie? Les mots avaient un goût amer sur ma langue. C'est une solution parfaitement raisonnable, dit froidement Solène, son regard inébranlable. Beaucoup de gens de votre âge seraient si reconnaissants. Gabriel hocha la tête, comme si ces mots scellaient l'accord. Vous avez toujours été pratique, tante Eliane. Sur le plan financier, vous êtes ce qui est devenu un fardeau que nous ne pouvons tout simplement pas supporter, surtout avec les frais de scolarité des jumeaux et nos projets de rénovation. Un fardeau. Le mot me frappa comme un coup physique. Pas une personne aimée, pas la famille. Une ligne négative dans leur compte. 45 ans d'amour et de sacrifice réduits à une charge. Mon monde, un monde que j'avais bâti autour de lui, implosa dans ce salon immaculé. Mais alors que je regardais mon neveu, le bel homme que j'avais tout donné pour élever, quelque chose en moi se durcit. Une froide et tranquille détermination commença à éclore des cendres de mes espoirs brisés. « Combien de temps ai-je » demandai-je, surprise par le calme inébranlable de ma propre voix. Gabriel parut brièvement mal à l'aise, son regard se posant sur un point juste au-dessus de ma tête. « Les bâtisseurs commencent lundi, donc 2 jours. Je peux vous aider à faire vos valises. 2 jours. » Ma valise, remplie des maigres vestiges de ma vie, était posée près de la porte du pavillon annexe. Attendant, elle contenait le daguerréotype, une image fanée d'un passé bâti sur le sacrifice. Ce qu'elle ne contenait pas, ce qu'elle ne pouvait pas contenir, c'était la réalisation choquante et amère que les gens pour qui j'avais tout donné ne me voyaient rien de plus qu'un problème à résoudre. Et alors que je me retournais et marchais vers la porte, les laissant dans leur salon opulent et silencieux, je savais que ce n'était pas la fin. C'était le début écrasant et brutal de quelque chose d'entièrement différent. Le poids de leurs mots était une chose physique, pressant sur ma poitrine. En retournant au pavillon annexe, les haies impeccablement taillées du domaine de Gabriel semblaient me narguer. Chaque rosier soigné, chaque pierre parfaitement placée murmurait une vie à laquelle je n'appartenais plus. Une vie que j'avais construite pour quelqu'un d'autre. Les larmes vinrent, chaudes et cuisantes, brouillant les contours du chemin familier. Mais sous le chagrin, une braise froide s'alluma. La voix de Madame Dubois résonna dans mon esprit, un fantôme d'un souvenir d'un de nos après-midi tranquilles. « Eliane, ne laisse jamais personne te rabaisser. Le monde est plein de gens qui essaieront de te diminuer, surtout quand ils te doivent le plus. » Ces mots, prononcés il y a des années, sonnèrent maintenant comme une prophétie. Je passais cette nuit à trier 4 décennies de souvenirs, décidant du peu que je pourrais emporter. Mes mains tremblaient en pliant la couverture que Gabriel et moi avions faite ensemble pour un projet scolaire quand il avait 10 ans.
Elle était usée, décolorée, comme notre lien. Dans une petite boîte allèrent la collection de coquillages de nos voyages de week-end à Cabourg, où je faisais des heures supplémentaires, dans un sanatorium en bord de mer, juste pour m'offrir 2 nuits, dans une modeste pension de famille, une fois par été. J'enveloppais son daguerréotype de remise de diplôme en droit, celui où il me serre fort dans ses bras, dans du papier de soie, hésitais, puis le reposais sur l'étagère. Certains souvenirs étaient trop douloureux à emporter. Au matin, je n'avais rempli que 2 valises et 3 petites boîtes. 45 ans de vie condensés en ce qui tiendrait dans le coffre de ma vieille voiture. Le pavillon annexe, ma maison depuis 15 ans, me sembla soudain étranger, comme s'il m'avait déjà rejeté. J'étiquetais la dernière boîte quand un coup sec interrompit mes pensées. J'ouvris la porte et trouvai Solène, impeccablement vêtue d'une robe de chambre en soie, une tasse de thé à la main. « Eliane, je voulais vérifier si vous aviez besoin d'aide. » Son regard balaya mes maigres possessions, les balayant d'un seul coup d'œil. Gabriel a mentionné que la maison de retraite a des chambres meublées. Alors ne vous embêtez pas avec les gros objets. « Je sais, » répondis-je, ma voix plus assurée que je ne l'aurais cru. « La plupart de mes affaires resteront ici. » Elle hocha la tête, apparemment soulagée. « Bien, nous avons programmé les bâtisseurs pour qu'ils commencent la démolition lundi matin à 8 heures. Gabriel a arrangé un service de déménagement pour emporter ce qui restait à une œuvre de bienfaisance. Démolition, pas rénovation. Ils avaient hâte d'effacer toute trace de mon existence ici. Les jumeaux reviennent pour un long week-end, continua-t-elle, indifférente au couteau qu'elle tournait dans la plaie. Nous préférerions que vous soyez installés ailleurs avant leur arrivée. Pas besoin d'adieux embarrassants. Pas besoin d'expliquer à leurs enfants pourquoi ils mettaient à la porte leur grand-tante. Solène consulta sa montre à gousset, montrant clairement que notre conversation n'était qu'une autre tâche à cocher sur sa liste. Gabriel vous a fixé un rendez-vous à la résidence du Chêne Vert pour cet après-midi. Le directeur vous attend à 2 heures. Ils vous font une faveur en accélérant les formalités. Une faveur, comme si me forcer dans une maison de retraite était un acte de charité. J'ai déjà pris d'autres dispositions. Mentis-je, me surprenant moi-même. Une lueur de satisfaction, petite mais puissante, dansa en moi face à la confusion momentanée de Solène. Ses sourcils parfaitement dessinés se haussèrent. « Oh, avec qui ? Une ancienne collègue, dis-je vaguement. Je resterai chez elle jusqu'à ce que je trouve quelque chose de permanent. C'était la première fois que je leur mentais, et quelque chose dans la confusion momentanée de Solène me donna un étrange pouvoir. Elle se reprit vite, son expression se durcissant. « Eh bien, c'est pour le mieux. Gabriel craignait que vous ne puissiez pas vous permettre la maison de retraite sans notre aide, de toute façon. » Elle se tourna pour partir, puis marqua une pause. « Une dernière chose. Nous aurons besoin de votre passe d'entrée et des clés du pavillon avant que vous ne partiez. » Avec cette dernière indignité, elle s'éloigna, ses élégants chaussons silencieux sur le chemin du jardin. Je refermai la porte et m'y appuyai, le cœur battant, mêlé de chagrin et de rage. Il ne me poussait pas seulement dehors, il m'effaçait complètement. Je n'avais absolument nulle part où aller. Aucune ancienne collègue n'avait offert d'abri. Aucun ami n'avait de chambre libre. Mon petit salaire d'infirmière avait toujours servi à soutenir Gabriel, puis plus tard à aider aux factures de la propriété et aux cadeaux occasionnels pour les jumeaux. J'avais été si confiante dans les promesses de Gabriel que je n'avais jamais construit de filet de sécurité pour moi-même. À 65 ans, je faisais face à la misère avec moins de 2 mois de frais de subsistance dans mon sac. La pension que je recevrais couvrirait à peine le loyer d'une petite chambre de bonne dans le quartier le plus modeste de la ville,
sans parler de la nourriture et des soins de santé. La panique que j'avais réprimée menaçait de me submerger. Je saisis mon sac et commençai à chercher des pensions de famille. Quelque chose, n'importe quoi, pour me donner quelques semaines pour comprendre mes prochaines étapes. Tout était horriblement cher. J'élargis mon rayon de recherche, regardant des quartiers que je n'aurais jamais envisagés en temps normal. Finalement, je trouvais une pension à la semaine en périphérie de la ville. Les annonces mentionnaient des nuisibles et des tâches suspectes, mais c'était tout ce que je pouvais me permettre. Avec des doigts tremblants, je réservais une chambre pour 2 semaines, le maximum que mon budget permettait. Puis j'appelais un taxi pour me conduire à la banque. Je devais retirer mes maigres économies avant que Gabrielle ne persuade la banque qu'elle devait servir à sa rénovation. L'employé de la Banque nationale parut inquiète lorsque je demandai à clôturer mon compte. « Êtes-vous sûre, mademoiselle Duval ? Vous êtes avec nous depuis plus de 30 ans. »« J'en suis sûre, » dis-je, forçant un sourire. « Je déménage. » Elle traita les documents, puis compta 4 875 livres sterling en billets, tout ce qui restait du travail de ma vie. Je fixai la petite liasse de billets, me rappelant comment j'avais autrefois retiré près de 10 fois ce montant pour aider aux premières années des études de droit de Gabrielle. Cet argent représentait des années de shift de vacances et d'heures supplémentaires, envolées en une seule transaction. Il avait promis de me rembourser un jour. En quittant la banque, ma montre à gousset vibra d'un message de Gabrielle. « Rendez-vous confirmé à la résidence du Chêne Vert. Nous vous déposerons à 13h30. Soyez prête. » Je ne répondis pas. Au lieu de cela, je demandai à mon chauffeur de taxi de me conduire à un salon de thé tranquille au centre-ville. Je ne pouvais pas supporter de retourner au pavillon annexe pour l'instant, d'affronter Gabrielle et son démantèlement efficace de ma vie. Le salon de thé était calme. Quelques commerçants avec leurs registres et un couple âgé partageant un scone. Je commandai un petit thé, maintenant intensément consciente de chaque sou, et pris place près de la fenêtre, regardant les gens passer. Chacun semblait avoir un but, une destination. Je n'avais ni l'un ni l'autre. Pour la première fois, je me permis de ressentir tout le poids de ma situation. J'avais consacré toute ma vie d'adulte à Gabrielle, sacrifié chaque rêve, chaque relation, chaque parcelle de sécurité financière. Et maintenant, quand j'avais le plus besoin de lui, il m'avait jeté sans un instant d'hésitation. Pire, il m'avait fait sentir comme un inconvénient, un fardeau qu'il avait été généreux de tolérer si longtemps. Mon thé refroidit tandis que je restais là, piégée dans une spirale de regrets et d'inquiétude. Que se passerait-il quand l'argent pour mon logement serait épuisé? Et si je tombais malade, ma pension ne couvrirait pas tout. Et je n'avais pas d'économie pour les urgences. Ma montre à gousset vibra de nouveau, cette fois avec un numéro inconnu, probablement un autre colporteur offrant des remèdes miracles. J'ai failli refuser, mais quelque chose me poussa à répondre. « Est-ce Eliane Duval ?» demanda une voix masculine grave. « Oui, qui est à l'appareil ?»« Mon nom est Henri Mercier. Je suis l'exécuteur testamentaire de l'héritage de Madame Dubois. J'essayais de vous joindre depuis plusieurs jours. Mon cœur fit un bond. Je suis désolée. J'ai été préoccupée. Y a-t-il un problème avec les biens de Madame Dubois ? J'avais gardé un petit médaillon qu'elle avait insisté pour que je prenne en souvenir. Peut-être que la famille le voulait en retour. Non, rien de tel. J'ai besoin de vous rencontrer concernant le testament de Madame Dubois. Vous y êtes nommé bénéficiaire. Bénéficiaire ? Il devait y avoir une erreur. Madame Dubois n'avait pas de famille, mais sûrement des œuvres de bienfaisance. Il n'y a pas d'erreur, mademoiselle Duval. Madame Dubois a été très spécifique. Pourriez-vous venir à mon bureau demain matin ? Il est plutôt urgent que nous complétions les documents. J'acceptais, l'esprit en pleine effervescence.
Peut-être m'avait-elle laissé un petit souvenir. Un livre de sa collection ou peut-être une somme modeste pour me souvenir d'elle. C'était une gentillesse inattendue. Mais cela ne changerait pas ma situation fondamentale. Pas vraiment. Combien de fois nous accrochons-nous à de minuscules étincelles d'espoir, même quand le monde semble s'écrouler autour de nous? L'air de la ville était vif. Un contraste saisissant, avec l'haleine rance de la pension de famille. Je serrais mon sac, les précieux 4,275 livres sterling, semblant à la fois lourdes et terriblement légères dans ses confins. Le trajet en taxi depuis la pension des Lucioles fut court, mais il couvrit des mondes. Un instant, le gaz vacillant de la rue sale, la puanteur de l'humidité et du désespoir. L'instant d'après, le chauffeur s'arrêtait devant un grand immeuble de la ville, sa façade de pierre étincelante sous le soleil matinal. C'était l'adresse qu'Henri Mercier m'avait donnée. Les bureaux des avocats Dubois, Mercier en associé. Le hall d'entrée était une caverne de marbre poli et d'éco feutré. Un préposé en livrée me fit signe vers un ascenseur en laiton étincelant. Mon reflet dans ces portes polies montrait une femme aux yeux fatigués, mais la mâchoire déterminée. Je redressai les épaules. Quoi qu'il arrive, je l'affronterai avec la dignité que j'avais toujours portée, même quand d'autres tentaient de me la retirer. L'étage supérieur s'ouvrait sur une réception qui semblait murmurer de richesses tranquilles. Une jeune femme élégamment vêtue était assise derrière un immense bureau en chêne, son sourire aimable, non apitoyé. « Mademoiselle Duval, Monsieur Mercier vous attend. S'il vous plaît, entrez. Puis-je prendre votre manteau ?» De si simple courtoisie. Un sourire sincère. Une offre polie pour mon vieux manteau usé. Après les rencontres déshumanisantes avec Gabriel et Solène, après les dures réalités de la pension de famille, ces petits gestes faillirent me défaire. Je m'éclaircis la gorge. Merci. Elle me conduisit à une salle d'attente qui ressemblait davantage à un club privé. Fauteuil en cuir moelleux, œuvres d'art de bon goût et un vase de fleurs fraîches et éclatantes. Elle m'offrit du thé dans une véritable tasse en porcelaine, et non la faïence ébréchée à laquelle je m'étais habituée. Je m'assis au bord d'un fauteuil en cuir, le dos droit, les chevilles croisées, essayant de projeter un calme que je ressentais à peine. Mon regard dériva vers les hautes fenêtres à meneaux qui offraient une vue panoramique sur la ville animée en contrebas. Les gens se pressaient, de minuscules silhouettes avec un but, avec des destinations. Je me demandais quelles histoires ils portaient, quelles trahisons ils avaient pu affronter. Après quelques minutes, une porte s'ouvrit et Henri Mercier en sortit. Il était exactement comme je m'en souvenais de l'appel téléphonique. Un homme distingué d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés impeccablement coiffés, des yeux bienveillants derrière des lunettes coûteuses. Il marchait avec un air d'autorité discrète. Mais son sourire était doux. Il me tendit la main. « Mademoiselle Duval, merci d'être venue si rapidement. S'il vous plaît, par ici. » Il me conduisit dans une grande salle de réunion, lumineuse de la lumière du matin. Des fenêtres du sol au plafond encadraient le panorama de la ville. Une table en acajou poli dominait le centre, entourée de fauteuils en cuir plus confortables. Il me fit signe de m'asseoir, puis s'installa sur le fauteuil en face de moi. « Je crois comprendre que vous avez été l'infirmière de Madame Dubois pendant de nombreuses années. 15 ans, confirmai-je, ma voix plus ferme que prévu. Bien que vers la fin, elle était plus une amie qu'une patiente. Il sourit, une chaleur sincère dans les yeux. Oui, elle parlait souvent de vous et avec beaucoup d'affection. Elle admirait votre dévouement, tant à votre travail qu'à votre neveu. Une douleur me traversa à la mention de Gabriel. Même ici, dans ce lieu de nouvelles possibilités, son ombre persistait. Madame Dubois était très gentille de s'intéresser à ma vie personnelle, plus qu'un intérêt, semble-t-il.
Monsieur Mercier ouvrit un portfolio en cuir, le doux froissement du papier remplissant le silence confortable. Il en sortit plusieurs documents, soigneusement empilés. Madame Dubois a modifié son testament il y a 3 ans, après une conversation particulièrement significative avec vous. Vous souvenez-vous avoir discuté de vos projets de retraite avec elle? Je me remis à réfléchir, fouillant ma mémoire. Je me souviens vaguement. J'ai mentionné que mon neveu Gabriel m'avait encouragé à vivre avec sa famille lorsque je prendrais ma retraite, car je l'avais aidé à financer sa formation juridique et que j'avais peu d'économies personnelles. Je sentis une rougeur familière de gêne, mettant à nu mes vulnérabilités devant cet aimable étranger. Monsieur Mercier hocha lentement la tête, une lueur de sympathie dans les yeux. Oui, c'est précisément ce qu'elle m'a raconté. Madame Dubois a été très frappée par votre situation. Elle a noté, et je cite notre conversation, que Eliane a tout donné à un jeune homme qui ne mesure peut-être pas pleinement l'étendue de son sacrifice. Je souhaite m'assurer qu'elle ne connaîtra jamais la misère, ni la dépendance. Mon souffle se coupa. L'air dans la pièce, si calme auparavant, devint soudain chargé. Madame Dubois. Non, ce n'était pas possible. Monsieur Mercier continua, sa voix calme, claire, énonçant les mots qui allaient briser tout mon monde, puis le reconstituer sous une forme entièrement nouvelle. Par conséquent, mademoiselle Duval, conformément aux dernières volontés de feu Madame Dubois, vous êtes l'unique bénéficiaire de son patrimoine, comprenant tous ses actifs restants, liquides et autres. Cela représente, après impôts et tous les legs, une somme de 12 millions de livres sterling. 12 millions de livres sterling. Les mots restèrent en suspens dans l'air, lourds et chatoyants. Ils me frappèrent non comme une onde de choc, mais comme une lente réalisation qui se déploie, une lumière naissante dans l'obscurité profonde et froide des derniers jours. Ma vie, il y a quelques heures encore entassée dans une petite valise à destination d'une pension de famille infestée de vermine, venait d'exploser dans un paysage inimaginable de possibilités. Mon cœur, qui s'était senti comme un tambour creux, commença maintenant à battre d'un rythme nouveau et vibrant. C'était une somme si vaste, si inattendue, qu'elle semblait vibrer de promesses. Et à ce moment-là, je sus, avec une certitude absolue, que tout avait changé. Qu'est-ce qu'une fortune pareille signifierait vraiment pour une femme qui avait tout donné? Le monde avait changé, mais Gabriel ne voyait encore que des ombres. Je retournai au pavillon annexe cet après-midi-là, non pas dans le fiacre poussiéreux dans lequel j'étais arrivée, mais dans la voiture de ville personnelle de Monsieur Mercier. Les sièges en cuir moelleux, le bourdonnement feutré du moteur, les vitres teintées discrètement. Chaque détail semblait une déclaration silencieuse de ma nouvelle réalité. Pourtant, alors que la voiture passait les grandes portes du domaine de Gabriel, longeant les pelouses familières et le vaste manoir, l'ancienne anxiété, la peur profondément enracinée de lui, me rongeait encore. J'étais millionnaire. Pourtant le pavillon, mon soi-disant sanctuaire, me semblait toujours une cage. Gabriel m'attendait, debout près de la porte du pavillon d'hôte, ses clés de voiture de calèche serrées dans sa main. Sa posture était rigide, impatiente. Il n'avait pas pris la peine de sortir jusqu'à l'allée. Il me regarda approcher. Son expression un mélange d'irritation et d'accusation à peine contenue. « Tu n'as pas répondu à mon message », dit-il, sa voix sèche, comme si j'avais commis une grave offense en ne répondant pas. « Nous devons partir pour la maison de retraite dans 20 minutes. » Je m'arrêtai à quelques pas de lui, le soleil de l'après-midi chaud sur mon visage. Je pris une profonde inspiration, laissant l'air frais remplir mes poumons. Un contraste saisissant avec le salon rance et sans air d'hier. Ma voix, lorsque je parlais,
était calme, claire. C'était une voix que je ne savais pas posséder. Une voix qui appartenait à cette nouvelle Eliane Duval, libérée. « Je ne vais pas à la maison de retraite, Gabriel. » Son front se plissa, une légère ride apparaissant entre ses yeux. Il serra plus fort les clés. « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne vas pas? Nous avions un accord. »« Non, » le corrigeai-je, le mot ayant un goût de liberté sur ma langue. « Tu avais un plan. Je n'ai jamais accepté. » Il soupira dramatiquement, un son familier et exaspéré, celui qu'il utilisait quand il avait affaire à un enfant déraisonnable. « Tante Eliane, sois raisonnable. Tu n'as nulle part où aller, pas de revenus et pas de perspective à ton âge. C'est la meilleure option. » Il parlait comme si j'étais une patiente têtue, refusant un médicament, manquant complètement l'acier qui avait remplacé ma souplesse habituelle. Je le regardais droit dans les yeux. Quelque chose que je n'avais pas osé faire depuis des années. « J'ai un rendez-vous demain matin, » dis-je, ignorant le coup bas sur mon âge, avec l'exécuteur testamentaire de Madame Dubois. Apparemment, je suis bénéficiaire de son testament. Sa posture changea, subtilement d'abord, puis de façon spectaculaire. L'irritation dans ses yeux disparut, remplacée par une faim intense, presque animale. Sa prise sur les clés se desserra. Il se souvenait de Madame Dubois. Bien sûr qu'il s'en souvenait. Il s'était servi d'une bouteille de son meilleur cognac pendant mes derniers jours à la soigner. Un vol désinvolte qu'il n'avait pas pris la peine de cacher. « Bénéficiaire ?» répéta-t-il, sa voix soudainement plus douce, plus curieuse, moins exigeante. « Qu'est-ce qu'elle t'a laissé ?» Je haussai les épaules. Un petit geste contrôlé. La satisfaction de lui cacher des informations. De voir la cupidité pure dans ses yeux était un puissant élixir. Je ne sais pas encore, probablement juste un souvenir. Mais ça pourrait être de l'argent. Le mensonge eut un goût doux sur ma langue. Ce n'était pas un mensonge complet, pas exactement. C'était une vérité partielle, conçue pour le regarder se tortiller. L'esprit de Gabriel s'emballait visiblement, calculant, réévaluant. Son regard papillonna de mon visage au manoir lointain, puis de nouveau vers moi. Le mépris si évident dans ses yeux la veille avait disparu, remplacé par une lueur d'espoir désespérée, presque pathétique. « Eh bien » commença-t-il, son ton maintenant d'une douceur écœurante, celle qu'il employait pour charmer un jury. « Cela change tout, complètement. Pourquoi ne pas reporter la visite à la maison de retraite ? Vous devriez rester ici jusqu'à ce que nous sachions ce qu'il en est du testament. La famille doit rester unie pendant ces transitions. Tante Eliane, Solène et moi, essayons juste de vous aider à planifier votre avenir. Mon avenir, celui qu'il m'avait concocté quelques heures auparavant, impliquait de récurer des bassins de lit pour un toit et un repas. L'ironie avait un goût amer dans ma bouche, mais je gardais mon visage soigneusement neutre. C'était le jeu. Et pour la première fois, je tenais les cartes en main. Le simple soupçon de richesse m'avait transformé d'un fardeau rejeté en une marchandise précieuse, une source de profit potentiel. Ce fut une révélation glaçante, mais aussi libératrice. Il voyait ma fortune, pas moi, et je les laissais faire. Je ne resterai pas. Non, dis-je à Gabriel. Mes arrangements sont pris. Son faux sourire s'éteignit. Il insista, les mots mielleux. La famille doit rester unie. Ses yeux, cependant, ne trahissaient que la faim. Je le vis enfin tel qu'il était. J'appelai un taxi. Il resta bouche bée, l'incrédulité sur son visage. Je ne l'avais jamais défié auparavant. Ce soir-là, sous le manteau du crépuscule, je chargeais tranquillement ma valise. Le portier, Thomas, parut choqué par mon départ. « C'est l'heure du changement », dis-je. Je ne pouvais pas parler de ma destination sombre et incertaine. Le taxi s'éloigna.
Je ne regardais pas en arrière. Que ressent-on quand on se choisit enfin? L'odeur de moisi n'était plus qu'un lointain souvenir. La pension des Lucioles, avec ses tapis tachés et ses échos violents, s'était estompée dans les recoins sombres de mon esprit. C'était un lieu que j'avais enduré, non vécu. À présent, la somme écrasante que Madame Dubois m'avait laissée, 12 millions de livres sterling, n'était plus un chiffre abstrait vertigineux, mais un bouclier tangible. Elle n'allumait pas un désir de fastes extravagants ou de vengeance criarde. Elle promettait simplement un foyer, un lieu véritablement, indéniablement, absolument mien. Monsieur Mercier avait tout géré avec l'efficacité tranquille d'un chirurgien chevronné. Les fonds étaient sécurisés, la propriété acquise. C'était une charmante maison de ville, modeste, nichée dans un quartier calme et verdoyant, loin du vaste domaine de Gabriel et Solène. Ce n'était pas un manoir, non. Mais elle avait un petit jardin sauvage à l'arrière, une parcelle de terre négligée, aspirant à être touchée. Un espace que je pouvais modeler, cultiver. Tout comme j'avais autrefois tenté de cultiver une vie qui n'était pas la mienne. Je passais mes premiers jours dans la nouvelle maison, plongée dans un objectif serein. Mes quelques biens précieux, sauvés de la pile des rejets de Gabriel, furent déballés avec révérence. Chacun d'eux semblait maintenant imprégné d'une signification profonde, presque sacrée. L'ancien daguerréotype de Gabriel et moi, jadis source d'une douleur profonde et lancinante, trônait désormais sur ma nouvelle cheminée. Son image estompée n'était plus capable de remuer la blessure béante et vive qu'elle représentait autrefois. C'était un écho lointain, un rappel du vaste et périlleux chemin que j'avais parcouru. Son sourire d'enfant semblait appartenir à un étranger, une vie passée que j'avais abandonnée. Ma valise, ce symbole sombre du déplacement forcé, reposait maintenant vide dans un coin de mon placard spacieux, son cuir respirant librement, prêt à contenir les futures aventures de mon propre choix. Gabriel appela, bien sûr qu'il appela, à plusieurs reprises. Son ton, jadis dédaigneux et froid, était maintenant doucereux, mielleux. « Tante Eliane, ma chérie, pourquoi ne nous avez-vous rien dit? Nous vous aurions aidé, nous sommes de la famille. » Il prononça le mot « famille » comme une incantation magique, espérant qu'il ferait réapparaître la richesse qu'il savait maintenant que je possédais. Solène appela même, sa voix dégoulinante d'une fausse préoccupation. Une performance digne de la scène. Nous étions si inquiets. Le manoir nous semble vide sans vous. L'hypocrisie était si flagrante, c'en était presque comique. Je ne répondis que quelques fois. Mes répliques brèves, polies et totalement dénuées de la chaleur qu'ils désiraient. J'étais occupée, leur dis-je. J'allais bien. Non, je n'avais pas besoin de leur aide. J'observais simplement leur tentative frénétique de réintégrer mon orbite, maintenant que je n'étais plus un fardeau financier, mais une source de bénéfices potentiels. Leur avidité était une chose claire et froide, mise à nu pour que je la voie. Je ne ressentis ni colère, ni désir de vengeance à ce moment-là, seulement un profond sentiment de victoire tranquille, une connaissance profonde et satisfaisante. Ils m'avaient montré leur vraie couleur. Et maintenant je savais, avec une certitude absolue, exactement où ils se situaient. Ils s'étaient définis eux-mêmes, pas moi. Je me souvins des mots de Madame Dubois, une voix d'outre-tombe, résonnant de sagesse. « Eliane, ne laisse jamais personne te rabaisser. Le monde est plein de gens qui essaieront de te diminuer, surtout quand ils te doivent le plus. » Elle m'avait vue, véritablement vue, même lorsque ma propre famille de sang avait choisi de ne pas le faire. Son héritage n'était pas seulement financier, c'était une profonde affirmation de ma valeur intrinsèque, un don bien plus grand que l'or. Le jardin devint mon refuge, ma toile.
J'y passais des heures, enfouissant mes mains dans la terre riche, plantant de délicates roses et de la lavande parfumée, regardant les choses pousser. Une petite vie vibrante prenant racine sous mes soins. Et tandis que le jardin commençait à fleurir, une nouvelle idée commença à éclore en moi. Une façon d'honorer l'incroyable générosité de Madame Dubois et peut-être d'aider d'autres personnes qui s'étaient retrouvées à la dérive, comme moi, réduites au silence et invisibles. Cette nouvelle richesse ne serait pas seulement pour moi. Elle serait pour ceux qui avaient besoin d'une voix, d'une main tendue, d'un chemin vers leur propre héritage silencieux d'estime de soi. C'était une voie que je savais devoir prendre. Comment transformer réellement la douleur en un objectif? Mon nouvel objectif fleurit, plus fort qu'aucune rose. Les réunions avec Monsieur Mercier changèrent de nature. Nous ne discutions plus des détails de la succession ou des titres de propriété. Nos conversations vibraient maintenant d'une énergie différente, axée sur des plans et des règlements, sur les mécanismes de construction d'un bouclier pour les vulnérables. Ensemble, nous établîmes la Fondation Éliane Dubois pour la dignité des aînés. Son nom résonnait de la générosité discrète de Madame Dubois, un rappel constant de la grâce invisible qui m'avait tiré des profondeurs. Notre mission était simple, mais profonde. Fournir une aide juridique immédiate, des solutions de logement sûres et indépendantes, et un soutien émotionnel vital aux personnes âgées confrontées aux poids écrasants de l'exploitation familiale, de l'abandon ou de la manipulation financière. C'était un objectif qui résonnait profondément dans mes os, un contrepoint à chaque larme silencieuse que j'avais versée. Je louais un espace de bureau modeste, mais lumineux, dans un immeuble loin des cages dorées des quartiers huppés de Neuilly. Il ne sentait pas le désinfectant ou les regrets passés, mais la peinture fraîche, le papier neuf et le subtil parfum de la possibilité. J'engageais une petite équipe dévouée. Une jeune avocate brillante, désireuse de se battre contre les injustices ignorées. Une assistante sociale compatissante, avec une connaissance encyclopédique des ressources locales. Et une administratrice calme et efficace, qui veillait à ce que tout fonctionne sans accroc. Ce n'était pas une famille de sang, mais une famille par conviction partagée. Leur rire emplissait le bureau, un son joyeux que je n'avais pas vraiment entendu depuis des décennies. Chaque personne était un fil dans la riche tapisserie d'une nouvelle famille choisie, tissée à partir d'un objectif partagé et d'une empathie véritable. Nous ouvrîmes nos portes discrètement. Le premier cap arriva en quelques jours. Une institutrice à la retraite, Marthe, se retrouva brusquement enfermée hors de chez elle, après que son fils, dont elle avait pris soin pendant une longue maladie, eut soudainement changé les serrures et revendiqué la propriété, la laissant avec rien d'autre que les vêtements qu'elle portait. Les yeux de Marthe, écarquillés d'incrédulité et de douleur, reflétaient mon propre désespoir quelques semaines auparavant. Mon avocate, maître Ania Leclerc, travailla sans relâche, reconstituant méticuleusement la piste documentaire. Nous obtînmes un logement d'urgence pour Marthe, un appartement chaleureux et sûr à quelques pas d'un parc local. Puis, maître Leclerc déposa les injonctions nécessaires. Voir le soulagement inonder le visage de Marthe, être témoin de ses épaules se détendre, fut un don profond. Ce fut un contrepoint direct aux années de désespoir tranquille que j'avais connues. Un autre cas concernait un homme âgé, Monsieur Dubois, dont la pension avait été systématiquement siphonnée par un parent malhonnête en qui il avait confiance. Il arriva à notre bureau, maigre et vaincu, portant un sac en plastique contenant toutes ses possessions terrestres. Nous l'aidâmes à démêler le désordre financier, naviguant dans le système juridique labyrinthique. Et finalement,
récupérant une partie significative de ces fonds volés. Chaque succès, chaque vie que nous touchions, ressemblait à un contrepoint direct au courant d'indifférence et d'avidité que j'avais personnellement expérimenté. Il ne s'agissait pas de vengeance. Pas vraiment. Il s'agissait de redresser les torts, de rendre la dignité là où elle avait été volée. C'était la justice, rendue avec une précision tranquille et un but profond. L'ironie ne m'échappait pas. Gabriel et Solène m'avaient traité de fardeau, de encombrement, qu'ils ne pouvaient supporter. À présent, j'étais une force du bien, une voix pour les sans-voix, les fonds qu'ils avaient inconsciemment méprisés, la fortune d'une héritière recluse dont j'avais pris soin, démantelaient activement les systèmes mêmes qui permettaient à des gens comme eux de prospérer sur la vulnérabilité d'autrui. Je ressentais un sentiment d'accomplissement que je n'avais jamais connu durant mes décennies de sacrifice pour Gabriel. Ce n'était pas une vie vécue pour quelqu'un d'autre, mais une vie vécue par moi, pour quelque chose de véritablement significatif. Les années de travail invisible, de dévouement méconnu, s'étaient enfin concrétisées en quelque chose de tangible et d'impactant. Mon propre sentiment de valeur, si brisé par leur dédain, se reconstruisait à chaque acte de gentillesse prodigué, chaque injustice corrigée. Un après-midi d'une douceur inhabituelle, alors que je révisais des dossiers, Monsieur Mercier arriva au bureau, son calme habituel légèrement troublé. Il portait un paquet en papier brun, simple et non marqué. « Ceci est arrivé pour vous, mademoiselle Duval », dit-il en le tendant. « Pas d'expéditeur, pas d'adresse de retour, juste livré par coursier ce matin. » Mon cœur eut un léger battement. Je pris le paquet. Il me sembla étonnamment léger. À l'intérieur, nichés parmi des couches de papier de soie, se trouvaient 2 objets. Une coupure de journal, encore fraîche, et un document judiciaire plié. Le titre de la coupure hurlait en gras, en noir. Célèbre avocat mis en examen pour escroquerie de plusieurs millions de livres sterling. Au-dessous, une photographie de Gabriel. Son visage était pâle, tiré. Son aplomb habituel et soigné complètement disparu. L'article détaillait l'implication de Gabriel Thibault dans un réseau complexe de fraude financière et de détournement de fonds qui se délitait depuis des mois. Il décrivait des sociétés écrans, des comptes offshore et le siphonnage des fonds des clients. Le document judiciaire confirmait son acte d'accusation formelle, une corde juridique se resserrant autour de sa réputation autrefois immaculée. Je ne ressentis aucune euphorie, aucune poussée de joie vindicative. Seulement une compréhension tranquille, presque triste. Une reconnaissance glaçante. La cupidité, laissée sans frein, finit toujours par se consumer elle-même. Le fardeau financier, semblait-il, se trouvait désormais d'un tout autre côté du grand livre. Et ce n'était que le début de la manière dont le véritable coup de la trahison se révélerait. Selon vous, quelle est la fin inévitable pour ceux qui bâtissent leur vie sur la souffrance d'autrui? Les gros titres hurlaient, mais mon monde ronronnait d'un objectif serein. La nouvelle de la chute de Gabriel Thibault se répandit comme une traînée de poudre dans les cercles juridiques et sociaux de la ville. Elle était étalée sur tous les grands journaux, chuchotée dans chaque club, décortiquée à chaque coin de rue. Le scandale était immense. Un réseau complexe de fraude et de détournement de fonds qui se délitait depuis des mois, maintenant mis à nu aux yeux de tous. Il eut un impact sur son prestigieux cabinet d'avocats, brisant sa réputation. Il affecta sa position dans la société, le réduisant d'avocat respecté à criminel honni. Et, inévitablement, il affecta sa vie personnelle avec une force dévastatrice. Solène, la fille du baronnet, entama la procédure de divorce avec une efficacité impitoyable qui aurait rendu Gabriel fier.
Le magnifique manoir, le lieu même d'où il m'avait si négligemment renvoyé, fut mis en vente pour couvrir les frais de justice croissants et la restitution aux clients lésés. Sa grandeur, jadis symbole de leur ascension, devint maintenant un monument à leur ruine. Les jumeaux, autrefois envoyés en pension à Lausanne, leur vie de privilèges soigneusement isolée, furent ramenés à la maison. Leur monde confortable brusquement brisé, ils furent soudain confrontés à la dure réalité de la disgrâce de leur père. J'ai tout lu dans les journaux, livré frais à ma nouvelle maison de ville paisible. Les gros titres saisissants, les détails croustillants, étaient un écho glaçant du prix de la trahison que je m'étais murmuré cette première nuit terrible dans la pension de famille. Il n'y avait pas de triomphalisme dans mon cœur, pas d'élan de joie vindicative. Seulement une reconnaissance tranquille, presque sombre, de la cause à effet. Leurs actions les avaient menés là, à ce précipice, pas les miennes. J'avais simplement cessé de les soutenir. J'avais simplement quitté leur chemin destructeur. L'univers, semblait-il, avait sa manière de faire ses comptes. Ils avaient cherché à faire de moi une indigente, un fardeau, et maintenant, ils faisaient face à la ruine. Ce n'était pas la justice que j'avais activement recherchée au moment de mon désespoir. C'était la conséquence inévitable de leur propre avarice incontrôlée et de leur insensibilité. Leur monde, bâti sur un fondement de cupidité et d'intérêt personnel, s'était simplement effondré sous son propre poids. La fondation Éliane Dubois pour la dignité des aînés, quant à elle, prospérait. Notre ligne d'écoute téléphonique bourdonnait d'appels. Notre petite équipe travaillait inlassablement. Leur dévouement un baume pour mon âme. Nous avons aidé une institutrice à la retraite, Marthe, dont la vie avait été bouleversée par l'abandon cruel de son fils, à trouver un logement permanent, sûr et la tranquillité d'esprit qu'elle méritait. Nous avons fourni des conseils juridiques à un monsieur âgé, Monsieur Dubois, dont la modeste pension avait été systématiquement siphonnée par un parent malhonnête en qui il avait confiance. Chaque cas était une petite victoire tranquille contre le courant d'indifférence et d'avidité. Chaque personne que nous aidions était un témoignage de la clairvoyance de Madame Dubois et de mon objectif retrouvé. Ma vie n'était plus définie par ce qui m'avait été pris, mais par ce que je construisais maintenant. La force tranquille en moi, autrefois dormante sous des couches de sacrifice et de douleur indicibles, était maintenant une flamme stable et inébranlable. Elle alimentait mon travail, animait mes nouvelles connexions. Et simplement, elle était là. Le poids de la trahison de Gabriel ne pesait plus sur moi. C'était devenu une histoire, un chapitre que j'avais vécu. Mais cela ne définissait plus l'intégralité du livre. J'avais appris que ma valeur n'était pas liée à leur gratitude ou à son absence. Elle était intrinsèque. Une flamme tranquille et résiliente qu'aucune quantité de négligence ou de cruauté ne pouvait éteindre. Parfois, au crépuscule doux, je m'asseyais dans mon jardin, observant le soir tomber sur les roses en fleurs et la lavande parfumée. L'air était frais, pur, parfumé par les choses qui poussent, et je pensais à Madame Dubois. Elle avait aidé mon improbable ange gardien. Un rappel que la connexion et la véritable empathie peuvent surgir des endroits les plus inattendus. Elle avait vu ma valeur quand d'autres, ceux qui m'étaient le plus proches, avaient choisi de ne pas la voir. Elle m'avait donné une voix, pas seulement par l'argent, mais par l'exemple de sa propre sagesse tranquille. Ma valise, autrefois remplie des vestiges d'une vie brisée, était maintenant vide dans le coin de mon placard. Un témoin silencieux du voyage. Un symbole du peu dont j'avais vraiment besoin du monde extérieur. Cette nouvelle vie, libérée des fausses promesses ou des cœurs ingrats, était entièrement, magnifiquement
mienne. Que signifie être enfin libre des attentes des autres et vivre vraiment pour soi-même? Mes journées avaient maintenant un rythme dicté par mon propre choix. Les matins commençaient avec la douce lumière dorée, filtrant à travers la fenêtre de ma cuisine. Le parfum du thé fraîchement infusé emplissait l'air. Un plaisir simple savouré dans une solitude tranquille. Puis, je me rendais dans mon jardin. Ce n'était pas la vaste étendue manucurée du domaine de Gabriel, mais une parcelle de terre compacte et vibrante qui respirait la vie. Les roses, plantées de mes propres mains, s'épanouissaient avec une gaieté défiante, leurs pétales se déployant en teintes éclatantes. La lavande libérait son parfum apaisant à chaque douce brise. Ici, au milieu du bruissement des feuilles et du bourdonnement des abeilles, je me sentais vraiment enracinée, vraiment présente. C'était un espace que j'avais nourri, et à son tour, il m'avait nourri. Les après-midi étaient consacrés à la fondation. Notre bureau, jadis un espace tranquille d'espoir naissant, bourdonnait maintenant de l'énergie d'un objectif. Maître Ania Leclerc, ma jeune avocate brillante, entrait souvent en trombe, triomphante, avec la nouvelle des droits d'un autre aîné sécurisé. L'assistante sociale, toujours empathique, partageait des histoires d'individus, trouvant de nouveaux foyers sûrs. C'étaient mes gens maintenant, ma famille choisie. Nous célébrions chaque petite victoire, chaque dignité retrouvée, avec un sentiment d'accomplissement partagé qui était plus profond que n'importe quel lien de sang. Leur rire emplissait les pièces, un son joyeux qui chassait les échos persistants des blessures passées. Gabriel et Solène étaient des figures lointaines maintenant, des titres de journaux et des rumeurs chuchotées. Le grand manoir auquel ils s'étaient accrochés si désespérément fut vendu, son opulence n'étant qu'une coquille vide. Leur position sociale s'effrita, leur ambition consumée par la cupidité même qu'ils avaient embrassée. Je n'ai jamais cherché les détails au-delà des grandes lignes de l'actualité. Il n'y en avait pas besoin. La satisfaction n'était pas dans leur chute, mais dans ma propre discrète récupération. Leur absence dans ma vie n'était pas un vide, mais un espace tranquille, rempli de paix. J'avais appris que ma valeur n'était pas liée à leur gratitude, à leur opinion ou à leur acceptation. Elle était intrinsèque, une flamme tranquille et résiliente qu'aucune quantité de négligence ou de cruauté ne pourrait jamais éteindre. Parfois, au crépuscule doux, je m'asseyais dans mon jardin, observant le soir tomber. L'air était frais, pur, parfumé par les choses qui poussent. Je pensais à Madame Dubois, mon improbable ange gardien. Elle m'avait vue, vraiment vue, quand d'autres, ceux qui m'étaient au le plus proche, avaient choisi de ne pas le faire. Elle m'avait donné une voix, pas seulement par l'argent, mais par le don profond de reconnaître ma valeur. Son héritage perdurait, non seulement dans le travail de la fondation, mais dans la force tranquille qui résidait maintenant en moi. Ma petite valise, autrefois remplie des maigres vestiges d'une vie brisée, était maintenant vide dans le coin de mon placard, un témoin silencieux du voyage. Elle ne représentait plus une vie jetée, mais une liberté de l'idée même d'être mise de côté. J'avais déballé les fardeaux, les attentes, les espoirs inassouvis, et les avais laissés derrière moi. La valise était un témoignage du peu dont j'avais vraiment besoin du monde extérieur. Cette nouvelle vie, libérée des fausses promesses ou des cœurs ingrats, était entièrement, magnifiquement mienne. Mon jardin fleurissait, non pour l'approbation de quiconque, mais parce que je le cultivais. Et moi, Eliane Duval, je fleurissais aussi. Que signifie réellement pour vous retrouver votre dignité? Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre voix est importante pour nous. Et si l'histoire d'Eliane a touché votre cœur, abonnez-vous
et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune autre histoire de courage tranquille et de profonde transformation. N'oubliez pas, le véritable héritage ne se construit pas sur ce que l'on vous donne, mais sur ce que vous choisissez de devenir.